à tous, on est live aujourd'hui. Je vous parle de Grèce. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça fait une semaine que je télétravaille depuis la Grèce. Je peux vous montrer, si ça marche, la vue de ma fenêtre où on voit la mer et les bougainvilliers. Ça, c'est sympa pour les personnes qui sont présentes et on va attendre un peu tous les autres en attendant. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Daniel Beau, qui est parmi les experts français du marketing, un expert de longue date maintenant. Je le connais depuis maintenant une quinzaine d'années. Quand je travaillais chez Gulli, on m'avait parlé de toi déjà. Tu avais déjà produit un certain nombre de contenus sur le brand content et tout ce qui est contenu de marque, etc. Donc, très précurseur là-dessus. Et je suis ravi qu'on puisse t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous parles de plein de sujets différents sur le content marketing, la vente à distance, le rapport au Covid par rapport à tout ça. Donc, je crois que ça va être très riche. On a pas mal de slides pour une fois, mais ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir et je suis sûr que ça va être passionnant. Je propose à tout le monde de se présenter brièvement, de faire un petit coucou, de saluer Daniel, de me saluer, de dire où vous êtes, si vous aussi vous êtes en télétravail à distance ou pas en France ou dans une jolie ville de France ou dans une villa. N'hésitez pas à partager un peu de vous avec nous dans le chat. Voilà, je te laisse te présenter de façon plus complète, Daniel, parce que j'ai omis plein de choses, j'en suis sûr. Merci Gabriel pour ton accueil chaleureux. Donc bonjour à tous, Daniel Beau. Moi je suis à Paris pour l'instant, mais je pars tout à l'heure en Bretagne. Je dirige un institut d'études que j'ai créé il y a 30 ans, qui s'appelle Calicanti, qui est à la fois donc un institut qui répond à des commandes et aussi un laboratoire de recherche qui s'est fixé un certain nombre de sujets. Au début, beaucoup sur les médias. Et puis, donc c'est vrai qu'on a eu des publications. Alors, je rassure tout de suite le public. En fait, c'est pas des slides que j'ai, c'est des images. C'est-à-dire que j'aime bien, en même temps qu'on parle, montrer des choses. Donc, par exemple, si je vous dis j'ai fait des publications, bah, j'aime bien qu'on puisse voir à l'écran le genre de bouquin. Et effectivement, mon premier bouquin sur le brand content, il date de 2009. Et le tout dernier, qui est sorti début juin, c'est une nouvelle approche beaucoup plus globale du contenu. Mais on pourra en reparler. Après, puisque tu m'invites à me présenter, je donne 2-3 images. Donc, un institut d'études, souvent, on a une idée un peu réductrice. On fait des sondages, voilà la palette de tous les outils qu'on utilise. Et nous, on a un concept qu'on pousse là maintenant, qui est la notion d'hyperquali. C'est-à-dire, et j'espère que la discussion qu'on aura, les illustrations que je vais donner, vous en donneront la preuve. On a une vision très en profondeur des études, par la masse des éléments qu'on analyse, par la richesse de ce qu'on décrypte et par l'intelligence qu'on mobilise. Voilà. Après, peut-être pour compléter le tableau, parler de brand culture. Brand culture, ça, c'est le bouquin que j'ai mis à jour l'année dernière avec le sémiologue Raphaël Lelouch. Quand je vous parlais d'intelligence, c'est un ancien élève de Barthes, agrégé de philo. C'est mon complice depuis 30 ans. Moi, je suis plutôt un intuitif. J'ai la chance d'avoir un mec hyper cultivé et en mixant nos expertises, du coup, on s'attaque à pas mal de sujets. Et donc, parmi les sujets, il y a un sujet relativement récent et qui sera une bonne partie de notre discussion aujourd'hui, qui est le product content, les fiches produits, toute la communication autour des produits. Voilà pour mon introduction. J'espère que je n'ai pas été trop long. Oui, pour dire juste product content, quoi exactement? En fait, il se trouve que en 2019, et on met à jour ça depuis quelque temps, on a exploré la problématique, la thématique des fiches produits et plus généralement de toute la communication produit à travers un dispositif d'études assez complet, observatoire, écoute des consommateurs, analyse sémiologique avec Raphaël que vous voyez en photo et puis pas mal d'interviews d'experts. Alors, en tout cas, Philippe, que j'apprécie beaucoup et qui était avec moi au webinaire sur l'acquisition strategy design, souligne que Brand Culture est un des livres les plus importants dans l'histoire de la communication. Merci Philippe.
faut pas hésiter à commenter. Effectivement, tous mes livres, c'est des travaux collectifs, je souligne peut-être. Un livre, c'est à peu près 1000 heures de travail, enfin, les livres que nous, on a produits, et c'est jusqu'à 20 personnes mobilisées pour travailler dessus. Moi, je ne suis que l'animateur, le catalyseur, le filtre, un peu. Je te laisse attaquer ton premier sujet. Alors, peut-être d'abord attaquer le titre, parce que le titre, c'est toi qui l'as choisi avec ton équipe, avec Jérémy. Et c'est vrai que dans le titre, vous avez mis comment le content marketing vous aidera à survivre à la crise. Alors, moi, j'aimerais juste faire un petit point sur le mot content marketing, un petit point de définition. Parce que c'est une notion que j'aime bien, le content marketing, mais il se trouve que son fondateur, Joe Pulizzi, il dit un certain nombre de choses que je vous ai mis là à l'écran. Et il dit en particulier que le content marketing, c'est un moyen de communication pour attirer les consommateurs, les intéresser avec un contenu de haute valeur, etc. Mais il recommande de ne pas pitcher les produits et les services. Donc, le content marketing exclut les produits et les services. Et même quand on va un peu plus loin dans ses bouquins, on voit qu'il a une vision assez critique du marketing. Un de ses derniers bouquins s'appelle Killing Marketing. Pour toi, Gabriel, qui signe tous tes mails par Enjoy Marketing, c'est quand même pas exactement pareil. Et puis, même quand on regarde avec une loupe, on voit que son bouquin Epic Content, il a un sous-titre où il recommande de faire du less marketing, more consume. Enfin, donc, il dit moins de marketing. Je voudrais simplement proposer que le content marketing arrête d'exclure la communication produit de son périmètre, parce que la communication produit, c'est pas quelque chose de polluant, ça peut être tout à fait intéressant, ça peut être extrêmement stimulant intellectuellement, ça peut être très utile. Et en mettant de côté comme ça tout ce qui est le discours de la marque, en disant oui, bon, ça c'est à côté, c'est un peu contre-intuitif avec le mot content marketing. Parce que le content marketing, si on devait comme ça essayer d'imaginer ce que ça veut dire, sans avoir lu les bouquins de Joe, ben on se dirait c'est le contenu au service du marketing. Donc le contenu au service du marketing, ça doit nécessairement inclure le mode d'emploi, la fiche produit et toute la communication produit. Donc voilà, je voudrais en introduction proposer qu'on élargisse le périmètre du content marketing et qu'on y intègre le product content. Allons-y. Allons-y. Bon, ben voilà. Alors, oui. Alors maintenant, donc le sujet du jour, on a fait cette petite introduction définie. En tout cas, il y a une vraie différence entre les États-Unis et la France. Autant aux États-Unis, ils peuvent killing le marketing parce qu'ils sont déjà très fans du marketing. Autant en France, il y a quand même une vraie réticence par rapport au marketing et c'est quand même un gros mot. Dans la culture, là aux États-Unis, c'est plutôt un qualificatif positif, d'où le enjoy marketing pour nous et le killing pour eux. Bah, il va plus loin, Joe, il dit carrément que marketing, c'est une taxe. C'est une taxe. Bon. Alors, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est avec le Covid, la notion de vente à distance, survivre. Alors, D6 Lava demande un peu ce que je t'avais demandé avant. Si tu peux mettre le plein écran, ce sera plus simple. D'accord. Alors, oui, je vais le faire. Un peu moins simple pour naviguer pour toi, mais. Ouais, non, mais c'est surtout quand je mets le plein écran, je vois plus rien. C'est-à-dire que je te vois plus, je vois plus rien. Donc, je vais faire des allers-retours entre le plein écran et le pas plein écran. Mais j'attends peut-être d'abord ta première question, ou en tout cas de poser le sujet qui est le Covid et qu'est-ce que ça implique le Covid. Alors, je vous propose de vous illustrer ça. Donc, et préciser que nous, quand on parle, on fait des études pour les nourrir. Et là, en l'occurrence, on a beaucoup observé ce qui se passait à l'extérieur, dans la rue, pendant le confinement et depuis. Donc, quand on se promène, en particulier dans Paris, moi je me suis énormément promené dans Paris, parce que j'ai fait une étude sur la restauration à emporter, donc j'ai étudié tous les restaurants qui proposaient à emporter. On voit donc cette
réticence des clients à rentrer dans des lieux fermés, hein. Alors au début, les lieux ils étaient carrément barricadés. On a des moyens de mettre les consommateurs à distance, hein, de les éloigner. Alors, il y a des masques qui sont vivement recommandés, ça rassure les gens. Première idée peut-être, c'est que ces masques, pour qu'ils soient moins anxiogènes, on n'est pas obligé d'avoir le masque médical. Les commerçants peuvent tout à fait porter des masques de couleur, des masques un peu… Alors en Grèce, ils ont tous des masques en plexi qui se tient comme ça à distance et de fait, ça ne leur masque pas du tout le visage. Je suis pas sûr que ce soit très efficace pour éviter les postillons, mais en tout cas, c'est assez discret, assez joli. Des masques en plexi ou des visières? Alors non, c'est des masques en plexi qui s'accrochent là, qui se tiennent sur le menton et qui viennent protéger l'avant du visage. Ah ouais. Et c'est pas mal du tout. Je suis pas sûr que ce soit très efficace, mais c'est pas mal du tout. Ouais, bon, enfin, en tout cas, il y a un truc à faire sur les masques pour donner une identité un peu plus chaleureuse et porteuse de la marque aux personnes qui en portent. Alors, donc, là, le contexte, hein, toujours, c'est on peut plus toucher, donc on se méfie des écrans, des choses comme ça. Donc, ça veut dire concrètement que certains magasins imposent des parcours fléchés. On vous asperge, on vous dit souhaitez-vous un rafraîchissement pour vos mains à l'entrée du magasin, on limite. Alors ça c'est en Allemagne, hein. Vous avez sur l'écran à droite, vous avez un restaurant en Allemagne avec les stylos où vous mettez votre nom parce qu'en Allemagne on doit marquer son nom et ses coordonnées parce qu'au cas où on repérait un cas de Covid, il faut pouvoir contacter tous les gens qui sont venus ce jour-là. Et vous repérez donc à gauche les stylos désinfectés et à droite, Benutz, les stylos utilisés. Enfin, les crayons. Donc, voilà, il y a tout ça. Les cabines d'essayage qui sont fermées. Alors, il y a des cas où ils sont fermés, il y a des cas où on peut les utiliser, ça dépend des boutiques. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était chez Decathlon. On a des vélos d'appartement, mais on ne peut pas monter dessus. On peut les regarder, mais on ne peut pas les essayer. Donc, il y a un certain nombre de restrictions. Et puis, on vous invite à faire plein de choses chez vous. Ça va être un des sujets qu'on va aborder, c'est l'expérience à emporter, qu'est-ce qu'on peut faire chez soi. Donc voilà, ça c'était pour introduire la problématique de la paranoïa, de la distanciation. Est-ce que tu as des points que tu veux préciser là-dessus Non, moi je trouve ça riche, tout ce partage en images. D'accord. Bon, bah alors je continue. Donc je dirais que c'est la partie, notre matinée, on l'a organisée en trois morceaux. Hein. Il y a un premier morceau que je considère comme le plus important, qui est l'information produit. Alors, je propose qu'on y aille. Alors, moi, c'est un travail que j'expliquais en introduction que j'ai entrepris dès 2019, information produit, product content, et qui prend tout à fait son sens cette année. En fait, à quoi ça sert d'abord l'information produit? Pourquoi c'est incontournable? Pour au moins deux raisons. D'abord, parce que avec l'e-commerce, mais également avec la distanciation physique, on ne peut plus toucher le produit, on n'a plus le temps de discuter avec le vendeur. Du coup, il faut pouvoir s'informer sans prise en main. Et puis, il y a une deuxième raison qui est que les produits sont de plus en plus techniques. C'est-à-dire que, là, j'ai mis l'exemple EasyBress de Soubéa, de Decathlon. Il y a 30 ans ou 40 ans, quand on allait nager sous l'eau, on prenait un tuba. Un tuba, c'est un tube, on met dans sa bouche et on plonge. On n'a pas besoin d'explications techniques pour utiliser un tuba. En revanche, EasyBress, vous savez que ça ne s'utilise pas à plus de 1 mètre de profondeur. Enfin, il y a un certain nombre de choses à savoir sur le processus d'expiration, etc. Et ça, c'est vrai de plus en plus de produits. Les produits sont de plus en plus techniques, soit parce qu'ils ont une dimension logicielle, une dimension chimique, une dimension mécanique, et donc ils ont besoin d'être expliqués. Donc c'est pour ça que l'information produit est incontournable. Alors, pour comprendre le produit, on a la fiche produit, et souvent on pense une fiche produit, c'est juste un produit sur fond blanc. Et en fait, ce que je voudrais vous illustrer, c'est que une fiche produit, c'est beaucoup plus qu'un produit sur fond blanc avec un prix et une petite description.
Si je regarde du côté de Mano Mano, vous voyez déjà que les photos, elles sont assez sophistiquées, elles sont riches. Elles permettent en un coup d'œil d'embrasser la diversité, la palette qui compose le produit. Et chez Mano Mano, on a même des vidéos de plus en plus, grâce à la société Tister. On voit des utilisateurs qui vous démontrent l'usage du produit par des vidéos de 1 minute 30 à 2 minutes. Alors, quand on veut comprendre les fiches produits, c'est bien d'aller voir ce qui se passe sur Amazon et notamment comment Amazon traite ses propres produits. Et là, vous avez un Amazon Echo et la fiche produit de Amazon Echo, comme vous pouvez le constater, dans la version PC, est particulièrement riche et illustrée sous forme de tranches napolitaines avec des aspects à la fois techniques, esthétiques, etc. Mais moi, ce que j'aime regarder, c'est les exemples asiatiques. Et là, je vous propose de visionner sur Taobao la présentation de la petite culotte de laine à 75 yuan et de constater que cette culotte, elle est présentée avec pas moins de 54 photos qui permettent de faire le tour du produit dans toutes ses couleurs, dans toutes ses coutures, avec des gros plans. Et en fait, on voit à travers cet exemple que on appréhende le produit vraiment dans toutes ses dimensions, y compris l'élasticité, puisqu'on voit la jeune fille qui est une influenceuse tirer sur l'élastique de son short. On voit le produit en gros plan, dans toutes ses variantes de couleurs, etc. Alors, un autre exemple que j'aime bien de fiche produit, c'est Apple Watch. Apple, c'est sans doute un des best practices du product content. Vous voyez comment cette montre Apple Watch est mise en image. Alors, déjà, les contenus, ils sont créés pour le smartphone. Donc, vous avez des contenus assez compacts. Là, ce que j'ai fait à gauche de l'écran, c'est une capture vidéo du screen, du scroll sur mon propre téléphone. Et ce qu'on peut ressentir à travers cet exemple, c'est que l'image vous donne la sensation du produit, pas juste une description technique. Elle vous montre presque le produit comme si vous l'aviez sur votre poignet. Parce que c'est une des problématiques du contenu, c'est de vous permettre d'appréhender le produit sans le toucher. Alors, parler un peu du magasin. Moi, je suis frappé de voir que il y a des marques qui font des fiches produits dans les vitrines de leur magasin. Figuret, ils mettent leurs chemises comme ça en vitrine de leur boutique. Vous avez, ça c'était intéressant aussi, Dries Van Noten, donc le créateur hollandais, qui a mis en vitrine de sa boutique le catalogue de la collection. Et vous remarquerez les photos qui sont faites de manière assez artistique où la tête a été tronquée, parce que l'enjeu c'est quand même de voir avant tout le vêtement, mais on a une vision assez artistique et esthétique de l'ensemble du catalogue, donc sans rentrer dans la boutique. Et ça, il l'a fait avant le Covid ou non, ça s'est fait. C'était juste sorti du confinement. On vous propose des rendez-vous aux formes WhatsApp. On vous propose des rendez-vous WhatsApp de conseils. Donc, pour réduire le contact, parce que c'est ça un peu ce qui se passe. Première, une notion, c'est réduire le contact. Pour réduire le contact, on doit, dès la vitrine, donner un maximum d'informations. Oui, donc on n'est plus sur une vitrine qui est là pour faire rentrer, mais pour une vitrine qui est là pour donner le plus d'infos, quoi. Bah oui, parce que comme rentrer est devenu dangereux, il vaut mieux savoir à quoi s'en tenir. Tous les gens que j'ai pu interroger, tous les commerçants, disent qu'il y a moins de gens dans les magasins, mais qu'il y a beaucoup plus de gens qui achètent. C'est-à-dire que les gens, ils viennent moins pour flâner, ils viennent plus pour acheter. Donc, si on peut leur donner les clés pour décider avant de rentrer, c'est mieux. Donc, donner soit de chez soi, sur la fiche produit, soit dans la vitrine. Bon, alors c'est classique, le fait d'avoir des écrans dans les magasins, ça existe depuis toujours. La seule chose, c'est que là, il y a quelque chose qu'on va plus vraiment pouvoir faire, c'est ça, c'est-à-dire les écrans cliquables. Parce que c'est pas très hygiénique. Maintenant, dans les contenus magasins, il y a le QR code. Donc, je sais pas, tout le monde ne le sait pas encore, mais les téléphones aujourd'hui, l'appareil photo permet directement d'accéder au QR code. Il n'y a pas besoin de télécharger une appli. Il transforme directement n'importe quel QR code en contenu, enfin en lien.
Et donc, le QR code, il va se démocratiser. Il y avait eu une première tentative il y a quelques temps, et là, il y en aura. Enfin, on peut faire la thèse que le product content sera beaucoup drivé par les QR codes. Voilà, par exemple, aux États-Unis, chez Best Buy, on voit que chaque produit a son QR code qui permet du coup d'accéder à la fiche détaillée en ligne. Parce qu'on peut pas, on va pas pouvoir mettre tout sur les écrans, et on va pas pouvoir mettre des écrans interactifs. Donc, l'écran interactif, c'est celui qu'on a dans sa poche. Donc, les QR codes, ben, on en a vu plein dans les restaurants. Et puis, on peut en avoir aussi pour donner des informations type coulisses de production, etc. Alors, peut-être pour vous révéler quelques résultats de l'étude qu'on a faite en 2019 sur le product content. À quoi ça sert le contenu? On a vu que c'était indispensable. Ça sert à accompagner l'acheteur dans sa délibération. C'est-à-dire que l'acte d'achat, c'est un processus qui consiste à peser les options, à scruter l'objet, à le comparer, à déterminer sa préférence. Et en fait, il doit, pour être parfaitement accompli, permettre au consommateur de disposer d'une information détaillée et objective. Par exemple, le poids d'un fer à repasser, ça compte quand on achète un fer à repasser. Et puis d'appréhender les aspects de l'expérience, qu'elle soit visuelle, tactile, etc. Et puis, autre résultat clé, c'est que le contenu produit, il accompagne tout le parcours d'achat. C'est-à-dire que du moment où il vous donne envie d'acheter, au moment où il aide à choisir entre les différents produits de la gamme d'une marque ou avec des produits concurrents, il vous guide dans l'achat, la bonne taille, le bon produit annexe, le bon accessoire, et puis il vous aide à vous projeter dans l'usage avec le kit de démarrage, le mode d'emploi, les astuces d'utilisation, etc. Et on peut même dire qu'il y a des produits, tant qu'on n'a pas compris le mode d'emploi, on a des réticences à les acheter. Et le fait d'avoir le mode d'emploi en amont, d'avoir accès à ça, ça peut libérer des envies. Juste une petite question, parce que cette slide correspond vraiment à ce que je suis en train de mettre en musique dans le bouquin Acquisition Strategy Design, où j'illustre la contribution de chaque spécialité marketing au parcours d'achat. J'aurais très envie de te reprendre cette slide. Est-ce que tu me l'autorises? Oui, bah, ça fait partie des éléments que j'ai mis dans le domaine public. L'étude que j'ai faite est beaucoup plus détaillée que celle-là, mais oui, ça c'est public. Ok, bah, je te rajouterai alors en participant auteur au bouquin. Mais je reviens sur les exemples asiatiques parce que bon, les Chinois en particulier, là on est toujours sur un site chinois, en l'occurrence Taobao. Ils sont très forts sur la richesse et la qualité visuelle des contenus consacrés aux produits. Là, on est en train de vendre un produit du groupe Seb, de la marque Support, et vous voyez que on le présente sur moult facettes techniques, avec des comparaisons avec la concurrence, des mises en situation. Et par exemple, dans le film d'introduction, qui fait une petite minute, on a déjà un best-of des usages et des possibilités techniques. Et dans les avis consommateurs, et il y en a, comme vous pouvez voir, 439 391 avis, eh bien, les avis consommateurs sont non seulement assez détaillés, mais émaillés de photos. Ils ont le droit de mettre jusqu'à 5 photos. Donc, chaque consommateur y va de ses photos perso du produit après utilisation. Donc, je crois que là, on a un peu de retard. On dit toujours qu'on a du retard, mais là, on a du retard dans la puissance visuelle du contenu. Donc, le but de mon étude, c'est quand même de tirer la sonnette d'alarme et de dire intéressez-vous à ce sujet qui a un potentiel de conversion majeur. Et le mot qu'on utilise en bannière, le mot product content, en fait, il a pour objectif de traduire une réalité qui est que historiquement, il y avait donc les médias classiques pour parler du produit. Il y avait les médias classiques, pub, mais aussi info, bande d'essai, avis d'experts. Il y avait les supports de présentation, les plaquettes, les catalogues, les modes d'emploi. Il y avait le bouche à oreille, et puis il y avait le lieu de vente, avec à la fois la possibilité de toucher le produit sur le lieu de vente, avec tous ses sens. Il y avait l'univers de la marque et de la concurrence, et puis il y avait le conseil du vendeur. Il y avait tout ça. Mais aujourd'hui,
on est un peu restreint dans tout ça. Et puis surtout, on a, grâce au digital, la possibilité d'avoir dans un espace limité, à la fois l'univers produit, les conseils, les avis d'utilisateurs. Hein. Et donc, le product content, c'est tout ça qu'il faut être capable d'appréhender. Et donc, c'est vrai que ça a tendance à relativiser le rôle de la publicité. Hein, la publicité, avant, elle avait un rôle majeur dans la découverte du produit. Aujourd'hui, elle n'est qu'une composante, et souvent une composante un peu superficielle. La découverte du produit via la publicité est un peu superficielle. Dans l'étude aussi, on met en évidence une grande différence entre la fiche produit qui sert à vendre sur decathlon.fr et puis la visualisation sur le site de la marque. C'est-à-dire que quand on est en train de vendre, ben, on est sur fond blanc, on est dans l'objectivité, la rationalité, on donne des infos factuelles et il ne s'agit pas de publicitariser du tout la communication. Il faut être concret. Même, il faut éviter l'émotionnel qui jetterait un doute. Alors que quand on est sur le site de la marque, hein, je parle bien du même produit, hein, toujours EasyBress, et bien là, vous voyez que c'est coloré, c'est empathique, c'est esthétique, c'est culturel. Et donc, on a beaucoup plus d'émotions quand on parle du contenu sur le site de la marque que sur le site de vente. Et j'ai pris l'exemple EasyBress, mais là, je prends l'exemple Dyson, qui est un roi du product content. Ben, vous voyez que sur le même site, quand on est en train d'acheter, ben, on a les fonctions du produit. Et quand on est sur l'espace de la marque, on a une mise en valeur avec beaucoup de vidéos sur les qualités technologiques du sèche-cheveux Dyson à 500 € si on prend l'ensemble des accessoires. Voilà. Donc voilà quelques clés sur le product content. Et c'est vrai que bah, maintenant qu'on est un peu obligé de se décider à distance, on a vraiment intérêt à bien l'utiliser. Alors bien l'utiliser, c'est aussi bien utiliser les images, et notamment les images, c'est pas faire le tour du vélo sur toutes les coutures au sens on fait le tour. On va montrer les aspects critiques. En fait, nous on dit c'est un FAQ visuel. Hein. Une foire aux questions visuelles, on répond aux questions que se pose le consommateur par des images. Si tu parles d'un parapluie, ben, c'est intéressant de montrer pas juste le parapluie fermé ou ouvert, mais également combien de personnes peuvent tenir dessous, le bouton déclencheur, le télescope. Et Dyson est d'ailleurs extrêmement doué dans la création d'assets éditoriaux. On parlerait plus que de publicité, je parlerais d'assets éditoriaux, donc d'actifs éditoriaux valorisant le produit dans sa technicité. Hein, là, vous voyez comment, avec une grande économie de moyens, vous avez 7 manières d'utiliser l'aspirateur Dyson en une seule image. Ça, c'est quand Dyson parle de technologie. Ils ont un registre visuel un peu différent qui rappelle la technologie spatiale. Voilà. Donc, je voulais terminer peut-être sur cette partie product content en montrant des exemples. Voilà, ça, c'est une marque EMSA du groupe SEB qui a fait des vidéos explicatives de ses produits. Moi, j'aime bien cette vidéo qui montre donc une boîte à glaçons et qui, en moins de 45 secondes, avec, vous le constatez, une vision très focalisée sur le produit, dans une esthétique qui est l'esthétique de la gamme EMSA, une esthétique écologique, vous permet de comprendre le pourquoi du comment du produit et vous aide à vous décider. Et donc, je trouve dommage que ce qu'on est en train de regarder là, ça ne soit pas considéré comme du content marketing, parce que on pourrait difficilement imaginer plus efficace pour le marketing et plus du ressort du marketing que ça. Oui. Alors après, c'est qu'une affaire de terminologie. Hein. On est tous d'accord pour dire que c'est efficace. Bah ouais. Mais donc, faut pas l'exclure parce que à force de l'exclure. Non, mais bon, bah, du coup, personne. De toute façon, en marketing, il faut rien exclure. Moi, ma vision, c'est vraiment une vision systémique du marketing
et tout se complémente et tous les ayatollahs qui disent faut faire de l'inbound et pas de l'outbound, du content et pas du product, etc., se trompent parce qu'il faut faire ce qui marche et ce qui va marcher dans un parcours d'achat particulier qui va être différent d'un produit à l'autre. Moi, je suis vraiment, et c'est le défaut des définitions, c'est que à partir du moment où tu définis, tu inclus et tu exclus. Et au final, c'est pas le bon sujet que d'être dans l'inclusion ou dans l'exclusion. Le bon sujet, c'est le fait de faire et de construire un parcours d'achat le plus cohérent et le plus global possible, quoi. Et qui va vraiment faire progresser le client dans ce parcours d'achat. Donc, moi, effectivement, définir aide à faire et à structurer une approche, mais ça enferme aussi les gens dans cette approche. Si j'ai créé l'acquisition strategy design, c'est pour donner vraiment une vision globale et arrêter que les gens s'enferment. Moi qui viens de l'inbound dans l'inbound et pas dans l'outbound, etc. Mais plutôt réussir à combiner ce qui marche et ce qui va être efficace à chaque fois, quoi. Si je peux faire passer un message aux agences, c'est ajouter la palette du product content dans vos compétences parce que c'est un élément clé du succès des marques. Et d'ailleurs, pour celles qui font de la publicité, mon constat, c'est que sur le digital, la publicité ressemble de plus en plus à de la fiche produit animée. Alors là, je voudrais montrer quelques exemples. Bon, d'abord, il y a eu ce cas-là, hein, qui est du product content par excellence. Eva Longoria, qui a montré comment elle avait coloré ses cheveux elle-même. Ça a été un magnifique cas diffusé sur L.fr. Ça, c'est une pub que j'ai capturée sur Facebook. Et en fait, c'est pas une pub avec un début, un milieu et une fin. C'est Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez Daniel? Moi, j'ai l'impression que la pub digitale. Ce sera pas des publicités structurées avec des histoires, etc. Ça sera c'est des fiches produits animées, des boucles d'images. Donc voilà un autre exemple. On voit bien, la boucle pourrait être dans un ordre différent. On a une mise en situation du produit très concrète avec des images courtes qui, en un temps limité, vous donnent une bonne idée de ce qu'il y a dedans. Donc, on t'a un peu perdu, Daniel. Ah bon? Quand tu présentais juste avant le rasoir, ouais. Tu disais des trucs sur la box et on t'a perdu à ce moment-là. Attends. Le son, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça a frisé ta connexion, je pense. Ah, d'accord. Bon, donc je disais que la publicité digitale ressemblait de plus en plus à des boucles d'images. D'accord. Ouais, qu'il n'y avait pas un début et une fin, c'est un peu à ce moment-là. C'est ça, et que donc il y avait sans doute intérêt à réfléchir à l'interconnexion entre la publicité et la communication produit. Et ma conclusion, c'est de dire, si vous vous intéressez à tout ce que je viens de raconter à l'instant, ben, je vous invite à aller sur le site productcontent.fr. Hein. Il y a 12 ans, j'avais créé brandcontent.fr. Productcontent.fr où j'ai mis pas mal d'éléments en ligne et puis j'aspire à créer le trophée du product content. Donc je me suis associé avec Net Media Group pour monter le trophée product content sur les meilleures pratiques. Voilà. Enfin, en tout cas, à la fois avec Marketing Magazine et avec E-Commerce Magazine. Très bien. Et nous, on a, en tant que boîte d'études, une offre d'optimisation des fiches produits qui s'appuie à la fois sur l'étude fondamentale qu'on a réalisée et puis sur le fait de mener de manière ad hoc une exploration de la communication produit des marques. C'est là qu'on se situe aujourd'hui avec de la veille, du Cali Online et de la Semio. C'est ça le procédé. Avec peut-être un truc qui peut intéresser le public, c'est que nous, on fait de plus en plus de forums WhatsApp. Donc, c'est vrai que chez Calicanti, on est en télétravail depuis 30 ans. Hein, donc, on est à l'aise avec le mode d'organisation actuel. Mais ce que je veux dire, c'est que le recueil des études consommateurs
il peut se faire très facilement via des outils de type Kali en ligne. Et donc là, c'est un forum WhatsApp où je demandais aux consommateurs de nous montrer où ils en étaient dans leurs travaux de bricolage. Ou ça, c'est un autre forum WhatsApp où on les faisait réagir à des fiches produits. Et vous voyez la richesse de ce genre d'outils pour le recueil et pour les études. Voilà, donc ça c'est le gros morceau, 10h36. Gabriel, il y a deux autres sujets qu'on a envisagés. Hein. Il y a le plein air et il y a l'expérience à emporter. Très bien. Donc, on passe à ça. Si super. Il y a des questions dans la salle. Il y avait Philippe qui avait renforcé ton point de vue sur la preuve par le produit a plus d'importance que l'attitude de la marque et que effectivement les cas pratiques sont plus efficaces dans la dernière étude social selling de la Poste que la précision de l'expertise ou l'ouverture vers des sujets transverses. Donc Philippe adhère avec ton message et le renforce dans les commentaires. Ok, super. Donc, on va parler un peu de plein air. Alors, c'est vrai que j'ai écrit un article qui s'appelle Outside is the New Inside. C'est parce que je me suis beaucoup promené. En fait, ce qui était fabuleux pendant le confinement, c'était qu'il n'y avait pas de pollution, pas de bruit, pas de un pari incroyable. Et donc, voilà ce qu'on pouvait observer, enfin, ce qu'on observe de plus en plus, c'est-à-dire que la rue est devenue l'espace de convivialité. Alors, les gens, ils s'assoient par terre, ils déambulent. J'ai vu ça à l'époque où les terrasses n'étaient pas ouvertes. Il y a des dîners qui se sont improvisés sur des capots de voiture ou sur des pots, des machines à laver, voire sur des échafaudages. Hein, donc, dès le départ, hein, on a bien senti que tout allait se passer en plein air. Les espaces publics, les chaises, les bancs, enfin tout était utilisé. Alors maintenant, on assiste à la terrassification de Paris, donc c'est un peu différent. Le succès de Canal Saint-Martin, ça vient bien sûr du point de vue du site qui est magnifique, mais aussi du fait qu'on peut s'asseoir côte à côte facilement avec tous ces quais. Et moi j'ai été frappé, avenue Foch, totalement transformée en aire à pique-nique, avec les gens qui consommaient par terre. Et là c'était aussi pendant le confinement, des gens à Montmartre qui buvaient un coup par terre. Donc, c'est pas très hygiénique, mais c'est une des tendances. Donc, là, maintenant, on assiste à la terrassification. Donc, c'est intéressant de voir semaine après semaine de plus en plus de rues qui sont emportées. Alors, c'est bizarre, c'est que ça crée pas de problème de pénurie de place pour les voitures. Parce qu'en fait, les Parisiens, ils sont partis pour une bonne partie d'entre eux. Enfin, il y a beaucoup de voitures qui sont plus là. Donc, les terrasses, pour l'instant, ont l'air de fleurir sans créer trop de perturbations en termes de parking. Donc, bon, les terrasses, j'en ai photographié plusieurs centaines. C'est pas le sujet du jour, mais il y aurait beaucoup à dire sur l'art de la terrasse. Ce qui serait intéressant de dire en conclusion sur le plein air, c'est le fait que, parce que je voudrais aller au-delà de l'expérience des restaurants. Hein. Le but, c'est de montrer comment tous les commerçants doivent penser le plein air. Donc là, vous voyez à gauche un fleuriste qui a accaparé complètement la rue pour étaler ses fleurs. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas que les restaurants qui ont intérêt à aller dehors. Toutes les boutiques ont intérêt à aller dehors. Pourquoi les parkings des hypermarchés ne pourraient-ils pas être utilisés comme marché, comme place publique pour faire découvrir des produits en plein air? Et puis là, vous avez à droite un caviste qui se trouve pas très loin de la place de Clichy, qui a attaché des bouteilles, vous voyez, sur un support. Et en fait, ce caviste, plutôt que d'attendre péniblement que les consommateurs franchissent le seuil de sa boutique pour venir l'interroger sur le vin, il préfère attraper les chalands à l'extérieur,
promouvoir son offre à l'extérieur. Et bon, évidemment, les bouteilles sont attachées parce que s'il rentre dans la boutique pour faire payer, il a peut-être envie que ces bouteilles ne disparaissent pas. Donc ça, c'est un bon exemple pour dire tous les commerces doivent penser aujourd'hui non seulement une vitrine pour pouvoir bien comprendre l'offre, mais même un outil de plein air. Après, une autre remarque que je voulais faire, c'est sur les aspects artistiques. Bon, je vous ai montré pas mal de terrasses. Vous avez vu, c'était quand même pas génial en termes esthétiques. Bon, ça s'améliore au fur et à mesure. Et je pense qu'il y aurait vraiment intérêt à mobiliser des artistes. Alors là, c'est un peu le hasard. C'est le fait que le restaurant jouxte un lieu qui est en travaux, mais ça donne quand même un certain cachet que la terrasse soit illustrée comme ça par du street art. Et pour aller un peu plus loin, je voudrais vous montrer une rencontre que j'ai faite avec un artiste qui s'appelle Madness, qui se situe en face du Café A, à côté de la gare de l'Est, à côté du Perchoir. Et Madness, donc l'artiste qui vit dans la rue, hein, crée des installations uniquement à partir de récupération. Donc tout ce que vous voyez là, c'est de la récupération. Et ça montre à quel point il y aurait quelque chose à faire sur l'art dans la rue, les expos dans la rue, en tout cas que les commerçants amènent une touche artistique via des installations, via le fait d'inviter les artistes à participer à leur présence dans la rue. Et puis, pour conclure là-dessus, vous avez peut-être vu ce reportage là, sur le pianiste qui a construit installer son piano dans un camion et qui du coup peut jouer dans la forêt, dans les places de village, fait une tournée musicale. Et donc moi j'attends que de plus en plus d'artistes mettent en place des systèmes de tréteaux et viennent jouer dehors, nous faire bénéficier, parce qu'on est quand même tous en manque de pratiques artistiques, quoi. On est tous en manque de musique. Bon, hier, j'ai eu la chance d'aller à un concert dans un lieu qui s'appelle We Are. J'étais voir et la personne, la chanteuse, a dit, bah, c'est la première fois que je chante depuis 4 mois. Enfin, on est tous en manque d'art et on est tous en manque d'extérieur. Et donc, il y a quelque chose à faire sur l'art en extérieur. Voilà, c'était ce que j'avais. Enfin, typiquement, les terrasses, l'art en extérieur et tout, ça mérite d'être conservé, y compris le jour où on aura un vaccin et qu'on n'aura plus à s'en faire. Je trouve que la ville a quand même un autre air avec toutes ces terrasses. C'est plutôt très sympa, quoi. Ouais. Il y a quelque chose à conserver, même des boutiques qui sortent avec le fleuriste que tu as exposé et tout. C'est quand même vachement plus sympa que les voitures et la saleté, quoi. Ouais, ça pose un problème. Moi, je trouve qu'il y a une nuisance qu'on n'avait pas vraiment identifiée, mais qui est devenue vraiment gênante. C'est la nuisance des motos. Motos, pétrolettes, scooters. C'était supportable quand il y avait un bruit de fond de voitures. Mais maintenant qu'il n'y a plus beaucoup de voitures, ça devient vraiment pénible. Donc, moi, j'aime bien les motards, mais il va falloir qu'on passe à la généralisation de la moto électrique. Moi, je bosse en ce moment pour une marque de distribution de motos électriques. Et c'est vrai qu'il y a un sacré avenir de la moto électrique à côté du vélo électrique pour des plus longues distances, etc. C'est un bel engin et ça a une sacrée reprise, hein. Il y a les Zero Motorcycle, c'est la Tesla de la moto électrique. Ouais. C'est impressionnant, hein. Et il faudrait que les Deliveroo et compagnie, ils arrêtent d'utiliser les pétrolettes parce que c'est infernal. Surtout que j'ai été réveillé l'autre jour par le livreur de mon fils qui venait apporter une pizza à 4 heures du matin. Je ne savais pas que ces gens travaillaient jusqu'à 4 heures du matin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pétrolettes jusqu'à 4 heures du matin dans Paris qui livrent des pizzas et autres. Donc, au moins que ces commerçants-là fassent un peu le ménage et privilégient des moyens de transport silencieux et non polluants. Parce que c'est vrai qu'il y a des odeurs de pétrolettes qui sont horribles. Bon, donc ça, c'était sur l'extérieur. Après, je sais pas ce qu'il nous reste comme temps, Gabriel. Non, c'est tout, vas-y. Bah, le dernier point, c'est l'expérience à emporter. Hein, c'est-à-dire que maintenant, puisque on a bien vu, en première étape, on peut plus vraiment rentrer dans les lieux, il faut informer à distance, on reste en plein air. Et ben, on emmène chez soi l'expérience qu'avant on vivait dans le magasin. Alors, j'aurais commencé avec un exemple. Je trouve que je suis allé me promener à Saint-Germain-en-Laye et que j'ai vu un truc rigolo. Moi, j'adore les glaces Bertillon.
Une glace Bertillon, 2 ml, ça coûte normalement 10 euros. Bon, là, vous aviez un commerçant qui avait pris la peine de faire des pots de 5 euros où il avait, pour éviter de toucher des cornets à glace, etc., il avait préparé, prédimensionné des sous-pots de glace à emporter. Donc, il faut penser à l'expérience à emporter. Alors, il se trouve que nous, on a étudié à fond pendant ces 2-3 mois comment les restaurants s'étaient adaptés dans le à emporter, avec des menus. Alors là, je vais passer vite parce que notre étude, elle fait 400 slides et elle passe en revue une grande diversité d'images, de box, d'emballages. Hein, on a vu que les restaurants gastronomiques descendaient un peu en gamme à l'occasion de ce passage à emporter. En fait, on ne vend pas la même chose sur place et à emporter. C'est ça l'idée. Et il y a à réfléchir l'offre à emporter qui n'est pas la même offre que celle qu'on a sur place. Ça veut dire, bon, il se trouve que les plats à emporter sont souvent des plats cuits longuement. En fait, il y a un truc rigolo. Souvent, quand vous commandez chez Deliveroo et compagnie, on vous apporte un plat chaud. En fait, dans X% des cas, je ne sais pas quel est le pourcent, mais c'est un plat qui vient d'être réchauffé au micro-ondes. Donc, les restaurants qui ont proposé à emporter, ils ont proposé des plats froids. Et je préfère l'idée d'un plat froid qu'on réchauffe soi-même à la casserole. D'ailleurs, c'est meilleur de réchauffer à la coiffure ou au four que un plat pseudo réchauffé. Enfin, vous voyez l'idée? L'idée, c'est que peut-être que pour être plus écologique, il faudrait développer une offre à emporter froide, à réchauffer chez soi. Et comme ça permettrait d'être un peu moins dans le stress de la livraison immédiate. Donc, on a vu que les restaurateurs étaient devenus des traiteurs, qui vendaient des fruits et légumes, qui vendaient du pain, etc. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir comment ils ont réussi à transposer leur subtilité dans leur packaging, dans leur offre. Alors là, je passe vraiment vite, mais il y avait un soin dans la mise en scène du papier, du carton, parfois dans le sous-vide. Moi, j'ai testé plein de super restaurants. En fait, ce qui me gêne dans les restaurants de gastronomique, c'est que ça dure trop longtemps. Moi, j'ai pas envie de passer 1 heure et demie pour déjeuner. J'ai envie de déjeuner en 20 minutes. Donc, si je peux avoir la même chose que restaurant gastronomique chez moi et de manger à la vitesse où je veux, et puis si j'ai envie de partager avec mes enfants et j'ai pas envie de passer 1 heure et demie avec mes enfants dans un restaurant gastronomique, alors que tous les jours ramener des choses. Donc là, ce qui est rigolo aussi, c'est que vous voyez des gazpacho sous vide, hyper bon. Là, j'ai goûté le gazpacho de David Toutain, des cocktails sous vide. Il y a des tas d'expériences comme ça qui sont intéressantes à ramener chez soi, qui sont pas On t'a reperdu, j'ai l'impression, Daniel. en scène du plat à emporter. C'est une mise en scène qui n'est pas nulle, hein, qui est plutôt sous forme de couches, qui peuvent être dans des emballages assez originaux, avec beaucoup de packaging, certes. Hein. C'est sûr que les menus raffinés, ça nécessite de tout séparer. Et du coup, là, par exemple, à droite, j'ai mon déjeuner de l'ami Jean. L'ami Jean, il fait du riz au lait avec le caramel et les noisettes à part. Donc, ça fait 3 ingrédients pour un seul dessert. Et puis, dans l'emporté, on voit bien qu'il y a eu des efforts qui ont été faits sur le packaging, sur les sacs et aussi sur les petits messages d'accompagnement, puisque il y a des mots, soit à la main, soit des mots associés, des conseils d'utilisation, des consignes. Là, il y a un truc assez génial, c'est que vous avez un restaurateur chez Fulgurance qui met des gommettes pour vous dire, bah, ça se mange avec ça, et il vous met un petit conseil, etc. Donc, on a, entre le mot du chef, la notice, la Bible, la lettre, le menu commenté, on a plein de textes d'accompagnement qui font que même si le chef n'est pas avec nous dans la cuisine ou dans la salle à manger quand on est en train de déguster, eh ben, on a un accompagnement, un conseil et des bonnes idées. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire sur mon expérience de la vente à emporter. Il y a encore plein de restaurants qui font à emporter. Maintenant, c'est un peu plus discret. Allez-y, profitez-en.
c'est des expériences incroyables. Il y a plein de restaurants où je ne serais jamais allé s'il n'y avait pas eu une vente à emporter. Bon, après, j'ai beaucoup étudié, moi, Frischti et compagnie, donc je pourrais aller longtemps approfondir ce sujet, mais je voulais vous faire ressentir avec l'exemple des restaurants, le fait que ça pouvait avoir du sens de ramener un produit chez soi et qu'il y avait des choses de la part des marques à faire pour compenser l'absence de présence dans le lieu. C'est super intéressant, Daniel. Moi, j'ai une question. C'est cette étude sur le à emporter, les autres études que tu nous présentes là, en résumé, tu les vends à qui et comment? Alors, l'étude sur les restaurants, au départ, je l'ai faite en me disant je vais aider un certain nombre d'amis restaurateurs. Donc, il y a une partie que j'ai donnée. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site Calicanti, vous verrez, il y a pas mal d'éléments que j'ai donnés. Mais en fait, mon objectif, c'était de trouver des partenaires qui seraient intéressés d'utiliser cette matière comme contenu pour donner des conseils aux restaurateurs. Parce que, évidemment, je ne sais pas faire payer les restaurateurs sur ce sujet, mais en revanche, des partenaires. Et pour l'instant, j'ai trouvé un partenaire qui est Promocash, qui est un des fournisseurs qui fait partie du groupe Carrefour, qui m'a commandé un observatoire des nouvelles tendances de la restauration. Donc, cette étude, mais c'est pas un partenaire forcément exclusif. Je cherche d'autres partenaires qui seraient intéressés eux aussi à récupérer cette matière pour en faire bénéficier les restaurateurs. Après, l'étude sur le product content, c'est une étude que j'ai vendue à 4 souscripteurs, dont Decathlon, Seb, Atlantique et une agence média. Et maintenant, mon objectif, c'est de l'approfondir sur différents sujets ou différents cas avec d'autres marques. Mais peut-être pour répondre encore plus complètement à ta question, j'ai écrit un article là sur LinkedIn sur l'hypercali. Et ce que je viens de vous montrer, c'est ce que j'appelle l'hypercali. C'est-à-dire que par rapport à la profession des études, qui est souvent un peu tristoune, pour moi, les sondages quantitatifs, c'est d'une superficialité bien souvent affligeante. C'est ennuyeux, ça donne des ordres de grandeur, mais basta, quoi. Non, les études, il y a un potentiel créatif, il y a un potentiel de réflexion par la masse critique des exemples, par la puissance d'analyse qu'on peut y apporter. Et c'est ça que j'appelle l'hypercali, c'est ça que je défends. Et je pense que par rapport au contenu, ce travail de recherche, il peut venir nourrir des contenus. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Enfin, il y a une vraie richesse dans ta présentation, dans les échanges, dans ces différents regards, etc. Et je me demandais comment tu arrivais à les vendre et à attirer des clients là-dessus et à les convaincre parce que c'est effectivement très riche. Est-ce qu'il y a des contenus, des contenus, il y en a plein, des questions dans la salle? N'hésitez pas à profiter de Daniel, à lui poser vos questions, vos regards. Là, c'est quoi les prochains sujets d'études sur lesquels tu vas travailler? Ah, là, j'ai un sujet sur lequel j'essaie de lever des volontaires. C'est le DOH, Digital Out of Home. C'est-à-dire qu'on a des écrans digitaux qui sont omniprésents dans la ville et qui sont mal utilisés. Donc, le sujet, c'est le potentiel créatif du DOH. Donc, pour l'instant, j'ai 2 souscripteurs potentiels, j'ai quelques touches, mais j'ai pas bouclé. Et si je boucle pas, je vais pas pouvoir aller aussi loin que ce que je voudrais. Donc, des gens comme Deco font partie des souscripteurs. Ça pourrait, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Ça devrait. On a une question de Corinne et une question de Léger. Corinne d'abord, terrassification, vente à emporter, moins de voitures dans les villes. Est-ce que ces tendances vont perdurer? En tout cas, ce qui est amusant, c'est de voir comment l'éphémère est en train de devenir permanent, comment des emplacements. Donc, si tu peux arrêter ta présentation d'écran, comme ça on peut se voir en plein écran pour les questions-réponses d'ailleurs. Super. Oui, je pense que le maire de Paris a très bien compris la tendance et a bien donc il y a bien évidemment
une réduction de la voie publique au profit des piétons et tout ça. Maintenant, Tu peux faire une présentation de ton étude à la maire de Paris, d'ailleurs. oui, bah moi j'avais attiré l'attention sur un problème, c'est le problème des toilettes publiques. C'est-à-dire que pendant le confinement, il n'y avait pas d'endroit, ils vendaient de la bière à gogo et puis il n'y avait pas de toilettes publiques. J'ai surpris énormément de gens dans les jardins publics en train de faire leurs besoins à droite et gauche. C'est pas, je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Mais bon. La voirie, ouais, non, il y a un vrai truc de la voirie. Mais ce qui était frappant dans le confinement, c'était le bruit, l'absence de bruit. Mais maintenant, il y a un nouveau type de bruit, c'est le bruit des terrasses. Et là, j'ai vu pas mal de groupements de riverains qui s'associent pour lutter contre les bruits des terrasses. Parce que les ricanements dans les terrasses, quand on habite au-dessus, que ça dure jusqu'à 2 heures du matin, ça peut devenir vraiment infernal. On a Philippe qui souhaite nous rejoindre. Petite question de Léger qui demande si la présentation sera disponible. La vidéo, tu veux dire? Ou alors, la vidéo, le replay sera disponible, effectivement, Léger. Voilà. La présentation sur les restaurants, non, parce que justement, elle a vocation à pouvoir être exploitée avec des partenaires. Donc, pas le PowerPoint que j'ai mis. Non, PowerPoint, c'est à la carte. Non. Bah, vous pouvez me contacter si jamais vous êtes intéressé par l'étude. Il y a la possibilité d'y souscrire avec même un droit d'utilisation au service des restaurateurs. Et concernant la partie sur le Product Content, beaucoup des éléments que j'ai montrés sont accessibles sur le site productcontent.fr. Très bien. Mais moi, je t'ai dit, je pense qu'il y a 2-3 slides que j'introduirai dans le livre en te citant bien sûr et en te présentant en fin de livre. Ok, super. Je te montrerai ça avant qu'on le publie. Je crois qu'il y a Philippe et Antoine qui sont censés nous rejoindre et pour poser des questions. Je pense que la manip prend un peu de temps pour qu'ils arrivent à connecter leur serveur et tout. Voir ce que ça va donner. D'autres questions dans la salle en attendant avec le chat. Jérémy vient de partager les slides. Léger demande s'il y a des études spécifiques sur l'Afrique dans le domaine de l'expérience client que tu envisages de faire. Sur l'Afrique. Oui, il se trouve que WhatsApp, la première fois que j'ai fait des études WhatsApp, c'était il y a 3 ans, c'était en Afrique. Parce que, bon, moi j'ai eu l'occasion il y a 10 ou 15 ans de faire des groupes Kali en Afrique. C'était pas vraiment idéal. C'était pas idéal, c'était pas très naturel. Alors que j'ai fait au Cameroun et au Maroc des forums WhatsApp en français, en Darija, etc. Ça fonctionne vraiment bien. Donc oui, j'ai déjà fait des études sur l'Afrique, plusieurs, notamment pour Deezer, sur l'implantation de Deezer en Afrique. Et oui, il y a un vrai avenir pour les études Kali online en Afrique sur l'expérience client. Alors, on attend l'arrivée d'Antoine et de Philippe. Philippe est arrivé. Salut Philippe, si tu peux mettre ta caméra. Et tester le son, nous dire bonjour. Tu dois, avec le micro aussi, tu dois avoir micro et caméra là-haut. Mais on ne t'entend pas. On t'entend toujours pas. Ah. Non plus. Je vous mets, pendant ce temps-là, je vous mets l'article sur l'hyperkali. Ah. Tac. Super. Philippe, t'essayes de parler? Non, toujours pas. Salamat qui demande, depuis Cotonou, avec la Covid, il n'y a plus de foires ni mini-expositions qui nous permettent de faire toucher et goûter nos produits. Par Internet, le client n'a pas accès afin de voir malgré la fiche produit jointe. Comment faire? Je produis du sirop aux plantes aromatiques et d'épices. Ce produit est très apprécié, mais on ne développe plus de ventes, sauf les anciens clients et quelques-uns nouveaux. Mais... Alors, d'abord, moi j'ai vu pas mal de. Enfin, il y a un exemple d'un chef qui s'appelle Christian Constant, qui fait des vidéos sur Instagram où il raconte son menu.
Et donc, on peut faire ressentir l'expérience du menu, pas juste par des belles photos, mais par une démo un peu technique. Donc, je dirais, n'hésitez pas à faire des vidéos explicatives pour bien ressentir l'expérience. Et deuxièmement, l'échantillonnage. Il faut faire de l'échantillonnage. Donc, si c'est des sirops, pourquoi pas du sous-vide, des petits paquets sous-vide. Il faut faire goûter, il faut faire du flyer, il faut aller au-devant des gens. C'est vrai que maintenant, il y a une inertie. Il y a pas mal de gens qui ne bougent plus de chez eux. C'est ce que nous, on appelle la bunkerisation. Ça a commencé avec Netflix. Et il y a des gens qui ne bougent plus de chez eux, donc il faut aller au-devant d'eux. Philippe, tu arrives à parler là ou pas? Ou sinon en langue des signes? Non, en plus, j'ai l'impression qu'il... Philippe, tu nous entends? Non, ça va passer. Non, j'ai l'impression que... Ou Jérémy, si tu peux appeler Philippe par téléphone. Ou attends, je vais peut-être appeler Philippe par téléphone, moi, ce sera pas mal. Et comme ça, il nous posera la question en direct. Je ferai le son. Alors, je vous mets des articles en ce moment-là. Ouais, tu as raison. Hop, voilà, tac. Oui, Gabriel. Salut Philippe. Ça va? Bien. Bonjour à tous. Je t'ai mis en haut-parleur chez moi, comme ça tu peux poser ta question à Daniel. Et là, comme ça, tout le monde m'entend, là? Ouais, tout le monde t'entend. En tout cas, je répéterai si besoin. Alors, en fait, j'avais une confirmation et une question. La confirmation, j'en ai parlé rapidement, mais je voulais juste donner mon témoignage personnel sur la chose. Je suis directeur d'un éditeur de logiciels qui s'appelle Accio, directeur marketing. Et quand je suis arrivé chez Accio, je suis arrivé plein d'idées de grande culture. Donc, on a mis en place toute une politique autour de la marque, qui est quelque chose de relativement original dans mon métier, puisque c'est un métier très B2B. Et ça a très bien marché. On a fait, concrètement, on a amélioré l'image et la notoriété de l'entreprise grâce à ces dispositifs. Mais au bout d'un moment, on s'est quand même rendu compte, et assez vite finalement, au travers d'études qu'on a menées auprès de nos interlocuteurs, qu'effectivement nos interlocuteurs connaissent notre marque, mais pas forcément le produit. Donc on a très fortement accru le visitorat sur le site, par exemple, mais pas forcément le nombre de leads détectés, de projets détectés et d'intérêts manifestés par le marché. Et du coup, on a complètement changé de notre fusil d'épaule depuis un an. On continue un petit peu de parler de marque et d'expertise, parce qu'il faut bien le faire malgré tout, parce qu'il y a une vision à partager. Mais on parle de plus en plus de produits et on a mis en place alors un petit peu ce qu'a décrit Daniel tout à l'heure, c'est-à-dire des démos, des choses très précises, des choses, des tutoriels qui explicitent. C'est un peu l'équivalent de Garnier, si vous voulez, mais au niveau du logiciel ou de, je sais plus, c'était L'Oréal, qui montre avec la star qui te montre ses cheveux là. Voilà. Donc ça, c'était mon témoignage sur la chose. Eva Longoria. Oui, Eva Longoria, absolument. Donc on a fait de l'Eva Longoria façon on fait de l'Eva Longoria dans le B2B. Et alors la question que j'ai posée à Daniel, c'est une question, alors je vais emmener un petit peu loin, mais comme c'est un visionnaire, je pense que ça ne te dérangera pas, enfin j'espère, de la fenêtre où je suis. Ce que je vois comme évolution à venir du marketing, peut-être dans les prochaines années, pas encore maintenant, c'est que les machines vont parler aux machines. Aujourd'hui, les marketeurs parlent à des gens et travaillent la marque et les produits dans une communication auprès de personnes. On voit bien que de plus en plus, les personnes sont amenées elles-mêmes à parler avec des machines, avec des robots. Je pense notamment aux assistants vocaux, aux assistants virtuels qui commencent à se développer un petit peu partout. Et on pourrait imaginer un avenir qui n'est pas forcément si lointain que ça, où on va avoir des personnes, des particuliers, des consommateurs qui vont être assistés dans leur choix par des assistants virtuels qui vont quelque part faire les courses à leur place. Et en face, des bots créés par des marketeurs pour discuter avec les bots assistants virtuels des consommateurs.
Alors, deux questions, d'accord. D'abord, est-ce que c'est une vision qui a du sens ou pas? Enfin, est-ce que ça pourrait arriver? Et deuxièmement, comment garder, à propos de sens, comment garder du sens à tout ça? Et comment faire en sorte que le métier de marketing, malgré tout, reste un métier humain? Je dirais que de toute façon, l'aspect émotionnel, culturel du marketing, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est le moins réductible à d'informatique et à de la data. Donc, je pense que plus il y aura d'automatisation, plus il y aura besoin d'une authenticité dans la démarche culturelle, artistique, humaine. Maintenant, après, il faut voir quel rôle peut jouer l'aspect automatisation, informatisation. Les chatbots, on a vu que ça n'avait pas si bien marché que ça. Moi, je trouve que là où il y a un truc à faire, mais Gabriel est tout à fait d'accord, parce qu'on en avait déjà parlé, c'est l'aspect l'intelligence artificielle pour synthétiser le feedback humain. C'est-à-dire qu'il y a besoin, par exemple, personne ne va lire les 500 000 avis sur Taobao concernant l'appareil support. En revanche, s'il y avait une machine qui pouvait faire une espèce de best-of des avis, qui sélectionne le pour, le contre, les risques, les machins, automatisés, là, il y a quelque chose à faire. Donc moi, je crois plus à l'intelligence artificielle pour agréger, pour faire le travail laborieux de consultation de centaines de photos et d'avis. Ça, là, il y a quelque chose à faire. Et c'est déjà en route. Voilà, enfin, c'est une réponse par rapport à une question vaste, mais c'est une réponse. Ouais, c'était un peu la Ouais. Moi, on pourrait un jour réfléchir à ce marketing des robots, hein, si tu veux qu'on se fasse un webinaire là-dessus à l'occasion, avec plaisir, en tout cas, Philippe. Mais c'est vrai que c'est un sujet à part entière et effectivement, on va avoir des luttes d'algorithmes et des combats d'algorithmes comme il y a aujourd'hui des combats de robots dans les écoles d'ingénieurs où les robots ont chacun leur algorithme et ils s'affrontent pour faire renverser l'autre, etc. Là, tu risques d'avoir ce type de lutte d'algorithmes pour bien acheter d'un côté et pour faire acheter de l'autre, quoi. Ouais, un des best-sellers de ces dernières années en marketing, c'est mon directeur marketing était un algorithme. Tout à fait. Est-ce que on a déjà bien... Il y a Antoine, si c'est à moi que tu poses la question, je n'ai rien à ajouter à la discussion. Non. En tout cas, est-ce que dans la salle, il y a encore des questions? Il est 12h08, donc on a un petit peu débordé, mais c'était passionnant. Tu as encore des choses que tu veux rajouter, Daniel? Non, bah écoute, c'était très sympa. Je vous invite à, si vous pouvez, lire mon bouquin Brand Content et Brand Culture, qui sont un peu la contribution que j'essaie d'apporter au marketing sur ces sujets. Voilà, mais... Il me corrige, il me dit 11h08, mais c'est vrai qu'en Grèce, il est 12h09. Ah ouais. D'où le décalage horaire. Merci beaucoup à toi, Daniel, à toi, Philippe, aussi, d'être intervenu. Désolé que ça n'ait pas marché depuis l'écran, mais le téléphone, finalement, c'est pas mal. Merci à tous. On va faire une grosse pause estivale sur le webinaire et on va sûrement reprendre à la rentrée. Je ne sais pas encore exactement sous quelle forme, etc. Mais c'est un vrai moment que j'apprécie de partager avec vous, de partager avec mes invités aussi. À chaque fois, c'est l'occasion, même à titre égoïste et personnel, d'approfondir des sujets avec toi. C'était passionnant, Daniel. La semaine dernière, avec Yasmine, c'était aussi très riche. On avait parlé de data marketing et on vous a transmis la vidéo sur YouTube. C'était vraiment hyper intéressant parce qu'il réussissait à vraiment vulgariser ce sujet-là qui peut être parfois complexe. Là, tu nous as donné un aperçu des études hyper quali. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant avec une vision très terrain, très concrète, beaucoup moins boring que les études classiques où tu expérimentes avec les yeux. Et c'est vraiment très riche. Merci à toi, Daniel. Je vous souhaite à tous un très bel été et on se retrouve à la rentrée. À bientôt. Merci, Gabriel.
Salut Daniel, bel été. Bel été. Merci encore. Enjoy Grèce. Yes, enjoy.